tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Silver d'être venu te déplacer à la cantine pour notre petit studio de confinement. Avec plaisir, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des statuts juridiques des entreprises. Juste avant, je vais vous dire 2 mots sur la cantine pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement. C'est une association nantaise qui a pour mission de fédérer l'écosystème numérique sur Nantes et le département. Aujourd'hui, ça passe à travers 3 activités principales, le coworking et l'espace qu'on a ici, où on est aujourd'hui. Aussi une association qui réunit des entreprises, on a plus de 200 adhérents aujourd'hui. Et la dernière, c'est l'événementiel. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Ça passe aussi à travers des gros événements comme le Web Today ou les journées Tech for Good. Et on a toute une programmation à l'année sur divers sujets. En ce moment, on est en plein mois de l'entrepreneuriat, d'où le sujet d'aujourd'hui. Juste 2-3 petites infos. Déjà, je vais vous montrer via mon téléphone ce que nous, on voit aujourd'hui. Parce que faire de l'événement confiné, c'est quand même différent. Donc, Silver. Et donc là, c'est notre public. Globalement, c'est assez vide. On n'a pas trop de réactions. Et pour Silver, les seules réactions qu'il va avoir, c'est ici le petit chat. Donc n'hésitez pas à mettre des messages, à réagir, à dire bonjour, à mettre des emojis, sourire, poser vos questions. Silver est là pour ça, de toute façon. Et histoire que ce soit sympa pour tout le monde. Eh ben, on va démarrer. Je te laisse le micro. Merci. Super. Du coup, Amandine m'a autorisé à me démasquer lorsqu'elle a quitté le plateau, donc ça va être plus facile. Bonjour à tous, ravi de pouvoir passer cette heure avec vous. On va commencer directement. Donc ce que je vous propose, c'est que pendant à peu près 40 à 45 minutes, je puisse vous dérouler un support qui va retracer les différents sujets qui permettent de choisir sa forme juridique. On manque d'interactivité, mais surtout n'hésitez pas à me poser les questions. Je ferai des pauses et puis je viendrai y répondre au fur et à mesure. Et puis par ailleurs, le support que je vais vous présenter, sans difficulté, je serai OK pour vous le diffuser par la suite. Donc vous pourrez le récupérer. Et puis bien entendu, par la suite, on reste à votre écoute. Donc, je suis ravi de passer ce moment avec vous. Donc, je m'appelle Silver Brost. Je travaille au sein d'un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Inextinso. La partie dont je m'occupe est la partie .c. Donc, on est partenaire de la cantine depuis son lancement. Et effectivement, au cœur de notre organisation, on a un grand nombre d'entreprises du numérique et des projets innovants dans nos clients. Je vous explique 5 minutes pourquoi on est là et pourquoi on est avec la cantine. Et puis, je vais surtout repositionner ce sujet de la choix de la forme juridique sur l'ensemble de la démarche de la création de l'entreprise. Donc, nous, Inextinso, on a un cabinet de taille plutôt importante. L'intérêt, et notamment pour nos clients, il est à 2 niveaux. À la fois, si vous portez un projet qui est atypique, il y a de fortes chances que parmi l'ensemble des clients du groupe, on puisse malgré tout avoir la connaissance de ce type de projet. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'on a développé en interne, qu'on a au sein du cabinet directement nos propres outils de production, et donc on peut faire évoluer en fonction de nos besoins. Le territoire sur lequel on intervient est la Loire-Atlantique et la Vendée, je passe là-dessus. Et ce qu'il faut que vous puissiez avoir en tête, c'est que le métier de l'expertise comptable est en pleine mutation. Historiquement, ce qu'on attendait de nous, c'était de pouvoir produire une liasse fiscale, déclarer une TVA, un impôt. Et aujourd'hui, les missions sur lesquelles on va intervenir, elles sont de plus en plus nombreuses. On a au sein de nos équipes des juristes qui peuvent intervenir pour créer une société, pour faire un pacte d'associés, pour acheter un fonds de commerce. On a au sein du cabinet des personnes qui interviennent sur la partie sociale, dès lors que nos clients ont et peuvent avoir des salariés. Et je peux vous assurer qu'en cette période de chômage partiel, c'est loin d'être le bonheur pour des gestionnaires de paye de vivre cette période. Et puis, plus globalement, notre mission évolue effectivement d'un prestataire comptable vers du conseil global aux dirigeants d'entreprise, puisqu'on va intervenir au lancement pour un prévisionnel, mais également dans la vie de l'entreprise, comment optimiser ma rémunération, comment mettre en place des tableaux de bord, comment m'organiser.
je passe là-dessus. Et donc, je vous parle de l'activité dont je m'occupe au sein du groupe. Donc, c'est l'activité .c. L'idée a été, il y a 8 ans maintenant, de pouvoir recruter des collaborateurs comme moi. Donc, moi, j'y connais rien en expertise comptable. Je suis incapable de faire une déclaration de TVA. Mon métier est vraiment de pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets en amont sur les différentes étapes. Ici, du coup, je vous reprojette les différentes étapes que nous, on a marketées au sein du groupe. Bien entendu, quelle que soit la méthodologie, on va retrouver la même méthodologie. Je vais remettre le contexte du sujet d'aujourd'hui. Donc, au début, la première des étapes, c'est potentiellement d'avoir une idée. Effectivement, c'est mieux pour entreprendre, en sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes que je rencontre qui n'ont pas d'idées, et pour autant, ce n'est pas un problème pour entreprendre. Des idées, il y en a plein. Il y en a à Rennes, il y en a à Bordeaux qui ne sont pas développées à Nantes, il y en a dans d'autres pays. Il y a des personnes qui ont des boîtes à vendre, donc on peut faire une reprise. Il y a des personnes qui se lancent vers la franchise. Il n'y a rien besoin d'inventer. Au contraire, il faut surtout développer et dupliquer un modèle. Et puis, ce qu'on a de plus en plus, et c'est vraiment vrai dans l'écosystème nantais, c'est des entrepreneurs qui vont, par exemple, être des ingénieurs qui ont développé une technologie, mais qui sont incapables de venir la mettre sur le marché parce qu'ils n'ont pas la compétence managériale, ils n'ont pas la compétence commerciale. Et donc, il y a de plus en plus de plateformes de mise en relation entre associés pour pouvoir effectivement porter un projet. Donc, si vraiment on a l'envie, l'idée, c'est un non-sujet, des idées, il y en a plein, et après, on y va ou pas. Le deuxième sujet, c'est la question de l'adéquation au projet. C'est quelque chose qui n'était pas traité historiquement dans le sujet de l'entrepreneuriat, alors que c'est primordial, et ça va faire le lien avec la question juridique. C'est à la fois quel est le volume horaire que vous êtes prêt à consacrer à votre projet entrepreneurial, quelles sont les ressources que vous pouvez y mettre, quel est le revenu que vous attendez de cette activité, si vous entreprenez avec d'autres personnes, quelles sont leurs sources de motivation? Est-ce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent ou est-ce qu'ils veulent voir être pris en photo dans la presse? Qu'est-ce qui les fait avancer? Est-ce que vous avez le soutien de votre conjoint, de votre conjointe? Est-ce que vous avez tous les diplômes ou il faut refaire des formations? Et donc, c'est vraiment un sujet central sur lequel on ne passait pas de temps avant. Lorsqu'on est rendu à cette étape, on a en tête ce qu'on appelle un mix marketing. Vous avez des idées de produits et de services que vous souhaitez commercialiser. Vous connaissez, vous imaginez quels peuvent être vos clients, comment vous allez pouvoir les toucher. Et l'idée, ça va être de faire l'étape de l'étude de marché pour pouvoir tester cette idée. De nos jours, on a de plus en plus de personnes qui portent des projets où on n'a pas de référentiel pour faire cette étude de marché. Vous ouvrez un restaurant, vous ouvrez un bar, vous ouvrez une menuiserie, c'est très facile, on va avoir les stats de la profession, on va pouvoir étudier le marché, etc. Si par contre vous voulez vous lancer comme consultant, comme freelance, comme indépendant sur un marché, on aura beau regarder 10 personnes qui font la même chose que vous, c'est pas pour autant qu'on saura si ça va marcher ou non. Et c'est là où il y a des nouvelles formes d'entrepreneuriat qui se développent et qui permettent justement de faire cette étude de marché. Aujourd'hui, s'installer comme micro-entrepreneur, s'installer dans une pépinière, dans un statut coopératif, c'est un formidable moyen pour faire son étude de marché et savoir si oui ou non on va pouvoir vivre demain ou non de cette activité. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir réfléchir à l'organisation future de son entreprise. Est-ce que j'achète cette machine ou je la prends en location? Est-ce que je prends des locaux ou je vais en coworking, etc. Est-ce que je recrute tout de suite cette personne ou plus tard? Et à partir de là, on va pouvoir modéliser financièrement votre projet. Dans un prévisionnel, il y a vraiment 2 éléments qui sont importants. Le premier, c'est un compte de résultat. Quel niveau d'activité je dois atteindre pour me rémunérer à hauteur du revenu minimum que je me suis défini? Est-ce que pour gagner 2 000 euros, je dois faire 70 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires? Et puis, le deuxième élément, c'est un plan de financement. OK, pour faire cette activité, est-ce que j'ai besoin de 50, 100 000 euros? Et au vu de ce que je dispose, est-ce que ça sera réalisable ou non? Ce premier élément, le prévisionnel, il est faisable quel que soit le projet. Pour un consultant, pour un freelance, ça va être très rapide. On va mettre 15 minutes pour le faire. Pour autant, ça va être le premier élément et ça va être l'élément déterminant pour savoir quelle est la forme juridique la plus adaptée à votre projet. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est un prévisionnel. C'est un exercice individuel, donc on ne va pas pouvoir faire ensemble ce matin.
Donc moi, ce que je vais faire avec vous, c'est vous donner tous les autres sujets qui permettent de faire ce choix. Mais le choix principal, ça va être faire un prévisionnel. Quel est le montant de chiffre d'affaires que je vais atteindre? Est-ce que j'ai beaucoup de charges variables ou est-ce que j'ai beaucoup de charges fixes? Et est-ce que mon investissement il est conséquent ou pas? D'accord? Donc cet exercice, il faut pouvoir le faire pour pouvoir répondre au choix de la forme. Et donc, si vous n'êtes encore que dans des étapes à l'avance, très bien, vous pouvez commencer à vous renseigner, mais on choisira la moins pire des solutions au dernier moment. Les étapes suivantes, c'est on regarde quelles sont toutes les aides qui peuvent exister sur le territoire. On va formaliser l'ensemble du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant dans un dossier de création d'entreprise, un business plan, un plan d'affaires, vous pouvez appeler ça comme vous souhaitez. Et ensuite, on va aller rechercher des financements si on en a besoin. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, à l'exception des aides de Pôle emploi, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, toutes les autres aides qui peuvent exister sur le territoire sont quasiment liées à l'obtention d'un emprunt bancaire. Pourquoi? C'est les régions qui possèdent les compétences développement économique et elles considèrent qu'une entreprise qui emprunte, c'est une entreprise qui est plus pérenne et qui crée davantage d'emplois. Et donc, elles vont axer leur aide sur ces entreprises-là. Et donc, entre le moment où on a fait tout notre dossier, qu'on va pouvoir présenter aux partenaires bancaires, aux associations de financement, etc., et au moment où on va avoir le go, il faut compter environ 1 mois et demi, 2 mois pour avoir ce financement et lancer l'entreprise. Aujourd'hui, n'ayez pas de frein. Les banques, les associations de financement, etc., sont toujours présentes et sont toujours intéressées. On arrive toujours aujourd'hui, malgré le contexte, à financer les projets. Donc mon métier, c'est de pouvoir accompagner individuellement les porteurs de projets sur les étapes dont ils en ont besoin et surtout de ne pas le faire seul. Vous avez la chance sur l'écosystème et sur le territoire d'avoir un réseau qui fonctionne bien, qui se connaît bien. Et donc, c'est pas de faire doublon. C'est si vous avez commencé, je dis n'importe quoi, à la boutique de gestion, à la CCI, eh bien nous, on peut prendre le relais demain et puis on peut vous renvoyer vers Réseau Entreprendre, on peut vous renvoyer vers la cantine, etc. Et donc, c'est de faire gagner du temps aux personnes en fonction de leurs besoins. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction et puis vous expliquer pourquoi j'étais là. Donc le premier critère, c'est ce critère économique et financier, il faut faire un prévisionnel. Si vous voulez que je fasse un prévisionnel avec vous par la suite, on peut prendre rendez-vous individuellement, il n'y a pas de souci. Les cabinets d'expertise comptable sont là également pour ça. Sachez que l'expertise comptable, c'est une profession réglementée qui nous oblige toujours à faire un devis détaillé avant de commencer à travailler, avant de facturer. Donc on peut faire ces premiers rendez-vous, n'hésitez pas à solliciter la profession. Et donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est quels sont tous les autres critères qui rentrent en compte dans le choix de la forme. Alors, lorsque vous allez vous lancer, en vérité, vous allez avoir le choix entre deux formes différentes, l'entreprise individuelle et puis la société. Je vais peu parler de l'association. Pourquoi? Parce que en vérité, l'association, on est forcément un collectif, il y a forcément 3-4 personnes. Et donc là, vraiment, ce matin, on se concentre sur le porteur de projet individuel, voire avec son autre associé qui souhaite se lancer. Si bien entendu, encore une fois, vous avez un projet associatif, on est à votre écoute, mais du coup, on va moins en parler ce matin. Donc, lorsque moi, individu, je vais me lancer, et donc je vais créer mon entreprise, je vais avoir le choix entre deux grands éléments. Soit une entreprise individuelle, soit une société. L'entreprise individuelle, mon patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise que je vais créer sont confondus. On parle d'une unité des patrimoines. D'accord? Ça, vous l'aviez en tête. Et puis, en revanche, si je crée une société, je vais créer vraiment une personne morale qui va avoir sa propre entité juridique et du fait, mon patrimoine perso et le patrimoine de l'entreprise vont être séparés. Comment on choisit entre ça? Alors, le second critère que j'ai défini, donc c'est mes critères à moi, c'est les critères Silverbrust. Le second, c'est le critère personnel. Qui vous allez être au moment où vous allez créer votre entreprise? La situation matrimoniale, je vous prends un exemple. Je suis marié sous la communauté, donc on n'a pas fait de contrat de mariage avec ma femme. Ça implique que si demain je crée mon entreprise, même une micro-entreprise, le jour où on est amené à se séparer, il y aura la moitié de celle-ci, de ce fonds de commerce, qui reviendront à ma femme. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire? Est-ce que je trouve que c'est normal? Ou est-ce que c'est quelque chose que je veux faire autrement? Si j'ai un patrimoine très important,
ce qui est malheureusement pas mon cas, mais si j'avais 2 millions sur mon compte bancaire, si j'avais des SCI, des biens, etc., je préférais forcément aller vers une forme sociétale pour bien faire le distinguo et pas mettre en risque mon patrimoine perso. Est-ce que demain, vous souhaitez transmettre cette entreprise à vos proches, à vos enfants? Est-ce que vous voulez intégrer madame, etc. Si vous êtes sur une forme sociétale, ça sera plus facile d'aller vers ce choix-là ou non. D'accord? Donc le deuxième critère, ça va être qui vous êtes au moment où vous allez créer et qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. Le troisième, ça va être quelle activité vous allez avoir. On a certains métiers où on a vraiment l'obligation d'avoir un statut plutôt qu'un autre. Ils sont plutôt rares, mais vous avez par exemple les débitants de tabac. Aujourd'hui, si vous voulez vendre du tabac, vous n'avez pas le choix, il faut être en entreprise individuelle parce qu'il faut, vis-à-vis de l'État, être responsable du stock de tabac. Si demain, vous voulez vous lancer comme agent commercial dans l'immobilier, vous voulez vendre des biens chez Stéphane Plaza, Century 21, pareil, vous n'avez pas le choix, il faut être en entreprise individuelle. Vous ne pourrez pas faire ce métier en société. Maintenant, si vous êtes auprès de la cantine, j'imagine que c'est un projet plutôt numérique, et dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire ce métier, soit en entreprise individuelle, soit en société, il n'y a pas de sujet à ce niveau. L'envie de s'associer, effectivement, forcément, si vous êtes plusieurs, encore une fois, la question ne se posera pas. Vous serez obligé d'aller vers une forme sociétale, en société, puisque en entreprise individuelle, par nature, on est seul. La notion de projet de développement et perspective de développement. Alors ça, c'est un critère qui est relativement récent et qui impacte très fortement le choix de la forme juridique. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a un certain nombre d'entreprises qui se créent aujourd'hui, qui, pour se développer, vont nécessiter potentiellement beaucoup de fonds. Beaucoup de fonds, par exemple, en recrutement de commerciaux, beaucoup de fonds en achat de mots-clés, de la R&D, il va falloir de la recherche, il va falloir développer une application. Et tout ça, c'est ce que nos amis banquiers détestent financer. Dans ce cas-là, ces entrepreneurs, si ça commence à marcher, ils n'auront, à part s'ils sont très riches, pas d'autre choix que de faire appel à des investisseurs privés, qui peuvent être un business angel, un capital risqueur, pour pouvoir financer le développement de ces entreprises. Or, on aura seulement les statuts de la SAS étant une sous-catégorie des sociétés, qui permettront de faire rentrer facilement et de faire ressortir un investisseur privé. Donc dès lors qu'on porte un projet de start-up, un projet innovant, un projet qui peut nécessiter des fonds importants, eh bien, à cause de ce critère-là, on va aller vers le choix de la SAS pour espérer un jour faire entrer un investisseur privé. Et puis enfin, la question que je vous pose, c'est la question de l'image. Est-ce que, en fonction de la forme que vous allez choisir, il va y avoir un impact vis-à-vis de vos clients? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un statut qu'un autre? Vis-à-vis d'un fournisseur, vis-à-vis d'un partenaire? Je vous prends un exemple tout bête, pour rechercher des locaux. Si moi je suis micro-entrepreneur et que je n'ai pas fait de dossier et qu'en face de moi il y a une SARL à 15 000 euros de capital, il y a de très grandes chances que le bailleur préfère louer à la SARL à 15 000 euros. Dans les faits, ça se trouve, je serai meilleur payeur que cette personne. Pour autant, ça rassure d'avoir effectivement une structure comme ça. Donc, est-ce que pour vous, pour votre légitimité, ça peut être un critère d'avoir un statut plutôt qu'un autre? Je vous retourne la question. Je ne vois pas de questions. Alors, soit je suis très clair, soit vous n'osez pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Alors, le critère suivant qu'on va regarder, c'est quelle est l'incidence sur votre statut social. Quel est le statut social du dirigeant en fonction du choix que vous allez faire. Je vous ai résumé ici, dans le graphique, l'ensemble des choix possibles. Donc, en entreprise individuelle, on va avoir deux choix. Soit la micro-entreprise, d'accord, ou soit une entreprise dite au réel. La micro-entreprise, on va voir juste après, je vais vous expliquer son mode de fonctionnement. Une entreprise dite individuelle, dite au réel, il faut savoir que c'est la forme historique d'entrepreneuriat en France. Donc, nos commerçants, nos artisans, lorsqu'on voit le nom et prénom sur la camionnette, c'est une entreprise individuelle, c'est un artisan, c'est la forme d'entrepreneuriat historique en France. Et le mode de fonctionnement, c'est qu'on va prendre le chiffre d'affaires, on va enlever les charges, et sur ce qui va rester, là-dessus, on va calculer des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. À la différence de la micro-entreprise, où quel que soit le niveau de charge qu'on va avoir, on va appliquer les cotisations sociales directement sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est
le pan entreprise individuelle. Et puis de l'autre côté, on a le pan des sociétés avec deux grandes formes, la SARL et la SAS. Une SARL, lorsqu'il n'y a qu'un seul associé, on parle d'une EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ce que je vous invite à faire, et d'ailleurs à oublier, c'est ce terme EURL, puisque ce n'est pas une E comme entreprise, c'est bien une société. Et donc je vous invite plutôt à parler d'une SARL U, à associé unique, s'il n'y a qu'un seul associé. Et de la même façon, le dernier choix qui sera la SAS. Et s'il n'y a qu'un seul associé, on parlera d'une SASU, SAS à associé unique. Donc en vérité, vos choix, ils se limitent à la micro-entreprise, l'entreprise individuelle au réel, la SARL et la SAS. En fonction du choix que vous allez faire, les cotisations sociales que vous allez payer et votre protection sociale vont être différentes. Je m'explique. Lorsque vous êtes salarié, si vous l'étiez jusqu'à maintenant, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a 1 000 € net dans sa poche, donc ce qui va être le cas en SAS, il va falloir payer à la fois des cotisations salariales et à la fois des cotisations patronales. Ça voudra dire que notre président de SAS, notre dirigeant de SAS, lorsqu'il va prévoir une rémunération de 1 000 €, il va falloir payer à peu près 1 750 € au total de marge dans l'entreprise. Cet assimilé salarié va avoir exactement la même protection sociale qu'un salarié, à l'exception que dès lors qu'on crée son entreprise, vous ne pourrez plus cotiser à des droits Pôle emploi. Donc on aura tout comme un salarié, à l'exception qu'on ne cotise plus de nouveau à Pôle emploi. On peut en bénéficier si on en a encore, mais par contre on ne générera plus de nouveaux droits. Donc ça c'est le cas d'un dirigeant en SAS. Lorsqu'on est en SARL ou réel, on cotise auprès d'un organisme qui s'appelait le RSI, qui s'appelle maintenant la Sécurité sociale des indépendants. Et dans ce cadre-là, le taux de cotisation est beaucoup moindre, puisqu'on n'a pas ce qui correspond aux cotisations salariales. On va juste avoir l'équivalent des cotisations patronales. Les cotisations patronales, c'est la protection sociale de base des Français, la retraite, la maladie, la famille, l'hospitalisation, etc. Et donc ça voudra dire que notre gérant d'entreprise individuelle ou de SARL, lorsqu'il prendra 1 000 € de rémunération, l'année suivante, il aura à peu près 400-450 de cotisations sociales à payer. Je vous fais des moyennes pour vous expliquer. Bien évidemment, en fonction du montant de votre revenu, en fonction de la convention collective, en fonction du métier que vous faites, ça changera. Mais en tout cas, ça vous permet de comprendre les grandes masses. Si bien évidemment d'un côté on paye 750 et de l'autre 450, on n'a pas tout à fait la même protection sociale. Et notamment là où on n'a pas la même protection sociale, c'est sur la question des indemnités journalières, votre prévoyance. Si vous êtes à la sécurité sociale des indépendants et qu'il vous arrive un pépin, vous êtes en arrêt, les indemnités que vous allez toucher par jour sont faibles. Et donc ce qu'on conseille à l'ensemble de nos entrepreneurs, et d'ailleurs même c'est vrai pour les micro-entrepreneurs, c'est de pouvoir prendre une prévoyance complémentaire pour vous protéger ce risque-là. Pour autant, même en rajoutant cette prévoyance privée, on arrivera toujours potentiellement à moins du côté TNS, travailleur non salarié, alors par rapport à la SAS. Et donc ce que je veux vous questionner ici, en tout cas vous alerter, et vous le verrez le moment venu en fonction de votre choix, c'est qu'il y a eu des gros problèmes au niveau du RSI. Ils ont voulu basculer l'outil informatique alors que ce n'était pas prêt. Il y a eu des gros problèmes d'appel de fonds pour un certain nombre de personnes, etc. Pour autant, aujourd'hui, ça marche correctement. Donc, même s'il y a un effet de mode d'aller vers la SAS, je vous interroge à savoir si c'est vraiment économiquement la plus intéressante des solutions, parce qu'aujourd'hui, on ne rencontre plus ces problèmes. Voilà, donc l'élément suivant sur lequel je vous interroge, c'est quel statut social vous pouvez avoir. Et encore une fois, là, c'est des éléments très personnels. Je prends des cas. Si vous avez eu des gros pépins de santé, peut-être qu'il sera préférable d'être assimilé salarié. Si vous êtes carrière longue, si vous êtes proche de la retraite, peut-être pareil qu'il sera préférable d'être assimilé salarié. Pour autant, si vous êtes jeune en bonne santé et que votre projet ne nécessite pas forcément de faire entrer un business angel, peut-être qu'il sera plutôt intéressant d'être TNS. Donc en tout cas, ça c'est des choses qu'il faut regarder en fonction de votre situation, perso.
Il y a deux autres éléments que je souhaite vous présenter. C'est les règles de Pôle emploi. Et juste avant ça, ce que je peux vous proposer, c'est de vous expliquer le mode de fonctionnement et le calcul pour les micro-entrepreneurs. Donc l'auto-entreprise, la micro-entreprise, depuis maintenant 3 ans, c'est exactement la même chose, on utilise le même terme. Qu'est-ce que c'est la micro-entreprise? C'est deux options. Une première option qu'on va appeler le micro-social et une deuxième option qu'on va appeler le micro-fiscal. Le micro-social, c'est ce que vous avez tous en tête. On fait un chiffre d'affaires, on fait 10 000 euros. Et bien ces 10 000 euros-là, on va les déclarer et c'est ça qui va nous permettre de calculer les cotisations. On a deux taux de cotisation. Un premier, si on fait de la prestation, si on fait du conseil. Typiquement, moi, si je fais du conseil, je vais avoir un taux de prestation de 22%. Voilà, si vous êtes un graphiste, etc. Et on va avoir un taux de 13% si on a une activité de négoce. Si vous achetez des choses, si vous les transformez et que vous les revendez, et bien là, forcément, on va considérer que vous avez moins de marge, donc on ne va pas vous appliquer un taux de 22%, on va vous appliquer un taux de 13%. Il est tout à fait possible d'allier les deux. Vous pouvez très bien, je sais pas, par exemple un coiffeur, un coiffeur il va être à 22% sur la coupe, et si à la fin du rendez-vous il vend du shampoing, il sera à 13% sur le shampoing. Il y a un dispositif qui s'appelle l'ACRE, qui permet de faire en sorte que la première année, l'année sur laquelle vous allez vous lancer, on a un taux qui est réduit de moitié. Et donc de 11% pour la presta et de 6,5% pour du négoce. D'accord ? Avant, c'était différent, c'était progressif sur 3 ans. Depuis l'année dernière, c'est la première année, la moitié de cotisation. Ça, c'est le micro-social. Les seuils de chiffre d'affaires, ils sont modifiés tous les ans. Aujourd'hui, les seuils, c'est 72 500 € si on fait une activité de prestation et 176 000 si on a une activité de négoce. Okay, donc ça nous laisse de la marge de quoi faire. Le seul truc, c'est que en vérité, ce qui n'a pas bougé, c'est les anciens seuils et ça correspond au seuil de TVA. Ça veut dire que si on a une activité de conseil, de prestation, dès lors qu'on va dépasser 34 400 € de chiffre d'affaires, on va être obligé d'appliquer de la TVA. On devient assujetti à la TVA. Et ça veut dire que sur nos factures, on va appliquer de la TVA. Il va falloir faire une déclaration de TVA pour récupérer la TVA sur nos achats. Et donc, la simplicité qu'on avait avec la micro-entreprise, on commence à la perdre à cause de ce seuil. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête. Et dans les faits, aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes, on fait souvent des prévisionnels pour savoir quelle est effectivement la forme la plus intéressante. C'est très rare que malgré le dépassement de seuil de TVA, il soit toujours pertinent de garder ce statut ou non. On a des cas de figure où par contre ça reste intéressant. Typiquement, l'informaticien qui travaille que de chez lui, qui n'a aucun frais, qui ne se déplace pas du tout, malgré ces seuils-là, ça peut être intéressant de faire 60 000 € de chiffre d'affaires sur cette activité. L'autre chose qu'on a dans la micro-entreprise, c'est le micro-fiscal. Le micro-fiscal, c'est une opportunité, c'est la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir payer directement votre impôt sur le revenu, mensuellement, trimestriellement, encore une fois, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous optez pour cette option, et on fait le choix tous les ans, vous n'aurez pas à redéclarer les revenus que vous avez faits dans la micro-entreprise et que ces revenus rentrent dans votre enveloppe de calcul de l'impôt sur le revenu de votre foyer. Donc là, c'est un calcul qu'il faut faire, encore une fois, pour savoir si c'est intéressant ou non de faire ce choix-là. Le critère suivant dont je veux vous parler, ce sont les aides de Pôle emploi. Et ça, c'est un critère qui est nouveau, mais vraiment qui vient impacter fortement le choix de la forme juridique. Si vous bénéficiez, si vous avez la chance de pouvoir avoir des droits Pôle emploi au moment où vous allez créer votre structure, vous aurez le choix entre deux choses. La première possibilité, c'est de demander l'aide en capital, la RCE. C'est assez simple. Le principe est le suivant. Vous avez des droits Pôle emploi, un montant journalier fois un nombre de jours. Ça vous fait un total de droits. Et ce total de droits, vous allez pouvoir le toucher à hauteur de 45%. Ces 45%, ils sont versés en 2 fois.
la moitié de 45% à la création et l'autre moitié à plus 6 mois. L'objectif de Pôle emploi ici, c'est de se dire la personne pour se lancer, elle n'a peut-être pas suffisamment d'apport et on va lui permettre d'avoir un capital qui va lui permettre d'aller chercher des financements et de lancer son activité. Effectivement, si on fait ce choix-là, il y a 55% de nos droits que l'on ne touche pas. Pour autant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant 3 ans, plus la durée initiale de nos droits, donc une grande partie des personnes peuvent avoir 24 mois, ça voudrait dire que pendant 5 ans, si vous arrêtez votre boîte, vous pouvez de nouveau vous inscrire à Pôle emploi et de nouveau percevoir les 55% que vous n'avez pas touchés. Par contre, au bout de 5 ans et 1 mois, c'est perdu et c'est un don pour la collectivité. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de se dire je vais conserver mes droits Pôle emploi et je vais faire un cumul en fonction des revenus que je vais dégager. Je vous prends un exemple. Si je touche en moyenne, par exemple, 1 000 € par mois de Pôle emploi et que ce mois-ci, j'arrive par exemple à retirer 1 000 € de mon activité entrepreneuriale, ces 1 000 €, je vais les déclarer à Pôle emploi. Et Pôle emploi va faire un calcul, va enlever 70% de mes nouveaux revenus à ce que je touche habituellement. Ça voudra dire, donc j'enlève 70% de 1000, je vais enlever 700 €. Ça voudra dire que ce mois-ci de Pôle emploi, je ne toucherai que 300 €. Plus les 1000 de ma boîte ce mois-ci, ça me fait 1300, c'est mieux que d'habitude. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 700 qui ne sont pas versés, ils sont reportés à plus tard. Et donc ça voudra dire que mes droits, ils ne s'arrêteront pas au bout de 24 mois, mais au bout de 25, etc. Et ce qu'on constate, et ce dispositif, ce qu'il fait, c'est qu'on a un certain nombre de personnes, parce qu'ils ont des droits qui sont suffisants pour vivre, parce qu'ils sont assez longs dans le temps, qui vont faire le choix d'aller vers des formes de société plutôt que vers des formes d'entreprise individuelle, parce que la société va permettre d'être à l'impôt sur les sociétés, et l'impôt sur les sociétés, ça permet de choisir sa rémunération. Et donc une personne, je prends un exemple, qui aurait 2 ans de droit Pôle emploi et qui choisirait de s'installer en SAS, va pouvoir formaliser un document, un PV de rémunération, qui va dire par exemple sur la première année, je ne prends aucune rémunération, et dans ce cas-là, Pôle emploi va verser la totalité de mes droits. Si j'étais à l'impôt sur le revenu, si j'étais en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, je ne pourrais pas faire ce mécanisme, puisque tout de suite, si je fais du chiffre d'affaires, j'enlève les charges, et ce qui reste, je dois le déclarer. Et donc effectivement, même s'il peut y avoir un petit surcoût administratif, on a un nombre de personnes importantes qui se lancent vers des projets sous forme de société en raison de ce mécanisme des droits Pôle emploi. Le dernier critère que je souhaite vous présenter, c'est un critère de coût. Quel va être le coût en fonction du choix de la forme que vous allez faire ? Alors là, je vous ai mis des moyennes pour vous donner un ordre d'idée. Bien évidemment, en fonction de l'activité, on pourra avoir des coûts qui seront différents. En haut, je vous ai mis les coûts de création des structures. Créer une micro-entreprise, c'est gratuit. Il faut aller sur un site internet qui s'appelle autoentrepreneur.ursaf.fr. N'allez pas sur d'autres sites qui peuvent être mieux référencés, qui essaieront de vous prendre 50 €. C'est gratuit et on fait la démarche en ligne. Créer une entreprise individuelle, au réel, c'est simple. On a juste des frais de greffe. En revanche, créer une société, effectivement, il va falloir rédiger des statuts, il va falloir décrire le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et dans ce cas-là, bien souvent, il y a un tiers, donc qui peut être un avocat, un expert comptable, etc., qui va vous accompagner. Donc là, ici, je vous mets un ordre d'idée de ce que ça peut coûter, effectivement, un accompagnement sur la création de cette entreprise. Ensuite, encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée, quels peuvent être les frais incompressibles que je vais avoir pour faire fonctionner mon entreprise, même si j'ai peu, voire pas de chiffre d'affaires. Si vous êtes en micro, les montants vont être relativement limités. Il va vous falloir une responsabilité civile, il faut une assurance s'il arrive quoi que ce soit. Il va falloir des frais bancaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel, mais il faut au moins un compte bancaire dédié. Donc j'ai mis 10 € par mois pour des frais bancaires. On va avoir une cotisation foncière des entreprises. La cotisation foncière des entreprises, c'est un impôt qui est voté par la collectivité dont vous dépendez. Donc ici, c'est Nantes Métropole. Et puis, j'ai mis un petit budget de 200 € de frais administratifs, d'échanges, de courrier, etc. Donc ça veut dire que ma micro-entreprise, peut-être qu'elle me coûtera 1 000 € de fonctionnement, même s'il ne se passe pas grand-chose. Plus
plus on va vers des formes de société, plus le coût va être élevé. Donc lorsqu'on est en entreprise individuelle, en société, il va falloir un compte bancaire professionnel, 30 € par mois. Notre assurance va être plus coûteuse. On va être obligé de tenir une comptabilité, de faire un bilan. Et donc je vous ai mis le coût un peu minimum de ce type de prestation. Si on s'oriente vers une forme sociétale, il va falloir la faire vivre juridiquement. Donc une assemblée générale, une approbation des comptes, etc. Si on est en SAS, il va falloir faire des bulletins de paye pour se rémunérer, donc ça va avoir un coût. Et puis on va toujours garder nos frais administratifs. Et donc ça veut dire que notre société, tout de suite, avant qu'il se passe quoi que ce soit, je vais tout de suite avoir 3 500, 4 000 € de frais. Et donc si effectivement c'est pour faire 20 000 ou 25 000 € de chiffre d'affaires, la question ne se pose pas, il faudra commencer ici par la micro-entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Donc je vous ai présenté les 6 critères que j'ai retenus et puis donc je vais vous en faire une synthèse. Donc en entreprise individuelle, il n'y a pas de capital social. Votre patrimoine perso et le patrimoine sont confondus. Après, c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de l'entreprise individuelle. C'est pas pour autant que vous allez forcément mettre en péril votre entreprise. C'est n'importe quoi, vous installez comme graphiste. À un moment donné, si vous ne réalisez pas suffisamment de chiffre d'affaires, eh bien vous arrêterez et vous ferez autre chose. Pour autant, jamais vous aurez des dettes de 40, 50 000, etc. auprès de fournisseurs, auprès de j'en sais rien, de locaux ou autres. Et donc, vous ne prenez pas de danger pour votre foyer. On est forcément seul en entreprise individuelle. On est sous le régime de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette possibilité de choisir sa rémunération avec une sous-catégorie qui s'appelle l'EIRL, qui est un cas vraiment spécifique, mais sur lesquels on pourra revenir individuellement si vous avez des questions. Donc c'est par exemple la forme qu'on retient justement pour un débitant de tabac, pour un agent commercial dans l'immobilier qui n'aurait pas le droit de s'installer en société. En micro-entreprise, on a ces seuils de chiffre d'affaires, mais qu'on ne connaît pas en entreprise individuelle. Il est tout à fait possible de faire 2 millions de chiffre d'affaires en entreprise individuelle. Et effectivement, on a une unité du patrimoine. De l'autre côté, la SARL et la SAS, on peut très bien être tout seul comme être plusieurs. Notre risque théorique est limité au montant des apports que vous allez pouvoir venir y mettre. Et par contre, c'est des outils qui sont beaucoup plus faciles à faire vivre juridiquement. On peut s'associer, faire entrer des associés, etc. Si on porte un projet innovant qui va nécessiter du cash potentiellement à court terme, il faudra plutôt aller vers la SAS parce que ça sera plus attrayant et ça sera nécessaire pour faire entrer des investisseurs privés. Et par contre, ce sont des structures plus lourdes avec du coup qui nécessitent un formalisme et donc un coût de fonctionnement qui est plus important. Et enfin, vraiment le seul distinguo qu'on a entre les deux, c'est quel statut social vous allez avoir entre l'un et l'autre. Je vois qu'il y a une question de Marine qui dit qu'en est-il des auto-entrepreneurs freelance se regroupant en GUI? Est-ce un format intéressant pour développer deux activités freelance distinctes juridiquement mais sous la même marque? Oui, ça peut être une solution qui peut être pertinente. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que ça peut être des structures qui malgré tout nécessitent un formalisme juridique et donc un fonctionnement qui peut être lourd. Et donc dans les faits, si vraiment on commence à avoir du volume et vraiment travailler de manière privilégiée sous cette organisation-là, aller vers une forme sociétale, ça peut être aussi simple. Maintenant, encore une fois, il faut regarder. Après, on a plusieurs personnes, et c'est notamment le vrai dans le monde de la culture, qui travaillent toujours en réseau avec plusieurs métiers. Pour autant, chacun va avoir sa structure et va facturer plus ou moins en fonction du statut social de l'un et l'autre. À partir de combien de chiffre d'affaires peut-on passer de micro-entrepreneur à société et est-ce que c'est rentable? Ça, encore une fois, ma réponse est il faut faire un prévisionnel pour regarder si c'est plutôt intéressant de le faire ou pas. Par contre, là où il faut vraiment avoir quelque chose en tête et qui est important, c'est que pour toutes les personnes qui se disent je vais lancer mon activité sous le format de la micro, de l'auto-entreprise,
mais ça va être le biais de mon étude de marché, ça va être le moyen de voir quel est mon marché. Pour toutes ces personnes-là, ce que je les invite à faire, c'est que dès lors qu'ils sentent que c'est parti, que ça va marcher, de ne plus rester sous ce régime-là, mais de plutôt directement créer une société. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en micro-entreprise, en entreprise individuelle, on va créer une activité, on va créer un fonds de commerce, on va créer un fichier client, une marque, etc. Et tout ça, ça vous appartient à vous. C'est votre patrimoine perso. Et si demain vous décidez de créer une nouvelle structure, qui a un autre patrimoine, ça veut dire qu'il va falloir valoriser votre patrimoine personnel que vous avez créé, valoriser le chiffre d'affaires, les matériels, etc. que vous utilisez, et l'apporter à une nouvelle société, même si elle vous appartient, c'est une autre entité juridique. Et ce que ça implique, c'est que dès lors qu'on change de propriétaire en France, on a de l'impôt et on a du formalisme juridique. Donc ce que j'invite à faire, si effectivement vous faites ce choix de prudence de commencer en micro, en auto-entreprise, c'est que dès que vous sentez que ça part et que ça marche, potentiellement de changer. Et dans ce cas-là, si votre entreprise est très récente, si elle a 6 mois, 1 an, vous ne serez pas obligé de passer par cette étape de valorisation d'un fonds de commerce et les formalités qui vont avec. Ok. Ce que j'ai prévu par la suite dans ma présentation, c'est un certain nombre type d'autres sujets autour de la création. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc je vous propose de les dérouler. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est d'autant plus intéressant. Alors, la question du nom. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vraiment il y a un distinguo entre la marque, le nom commercial et la dénomination sociale de votre entreprise. Moi, je vous ai parlé d'Inextinso, je vous ai parlé de Point C. Ça, ce sont des marques commerciales. En vérité, l'entreprise pour laquelle je travaille, elle s'appelle Inextinso Ouest Atlantique. Pour autant, vous vous en moquez bien. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez très bien utiliser des marques commerciales, des noms différents, etc., sur la même entité juridique. Après, ce qu'il faut que vous fassiez attention, et c'est notamment de plus en plus vrai du fait de l'essor du numérique, c'est que si vous choisissez un nom qui est trop proche d'un concurrent ou autre, il y a de fortes chances que vous soyez embêté et qu'il soit nécessaire d'en changer. Vous pouvez vous rapprocher auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui vous permet de faire des premières recherches gratuitement sur ce sujet. Les statuts. L'alerte que je veux vous dire, c'est que ce que certaines personnes ont tendance à faire afin de limiter les frais, notamment au démarrage, c'est de prendre les statuts de l'entreprise du voisin et puis de les copier-coller sur la sienne. Ce que je veux vous alerter, c'est que les statuts, c'est vraiment un élément fondamental qui va déterminer les règles du jeu de votre entreprise. Et c'est d'autant plus important si vous êtes plusieurs à porter un projet. On a 3 cas de figure dans nos entreprises qui ne vont pas bien. Le premier, c'est que, par exemple, il peut y avoir le Covid. Donc, il peut y avoir un élément, un facteur du marché qui fait que ça ne marche pas. Ça c'est vrai. Il y en a certains qui, commercialement, ne sont pas bons et donc qui n'y arrivent pas. Et puis, il y en a un autre tiers où ils se fritent entre eux, entre associés, et c'est d'autant plus vrai lorsque ça marche bien. Pouvoir rédiger des statuts et un pacte d'associés qui vraiment encadrent le rôle et l'engagement des uns et des autres, c'est un facteur essentiel et je vous invite vraiment à pas prendre à la légère et vraiment investir sur ce sujet-là. La situation perso, donc je vous l'ai dit, si vous êtes marié, pacsé, en concubin, qu'est-ce que vous voulez faire à ce niveau-là ? L'autre chose que je veux vous dire à ce niveau-là, c'est que si, bien entendu, votre conjoint, votre conjointe travaille dans l'entreprise, il lui faut un statut. Le bénévolat, ça n'existe pas. Il faut absolument que vous puissiez assurer une protection sociale à votre moitié si elle travaille avec vous dans votre entreprise. La résidence principale, donc ça, la question des protections. De fait, maintenant, quelle que soit la forme juridique que vous allez choisir, votre résidence principale est protégée. En entreprise individuelle, si vous voulez protéger d'autres biens, il va falloir aller devant un notaire pour protéger, j'en sais rien moi, un appartement, de l'argent sur un compte d'assurance vie, etc.
Encore une fois, si vous avez une activité de prestation, attention, il n'y a peut-être pas grand risque sur votre patrimoine perso. Et par contre, l'enjeu, et c'est notamment vrai pour les gens qui vont s'installer en société et qui vont emprunter vis-à-vis des banques, ce n'est pas de se dire est-ce que mon taux il va être important ou pas. Aujourd'hui, les taux bancaires, c'est peut-être 1, 1,5 à 7 ans, ils sont vraiment excessivement bas. Mais l'enjeu avec les partenaires bancaires, c'est de se dire quelle garantie, quelle caution personnelle je vais devoir apporter pour pouvoir obtenir ce financement. Donc au final, nos dirigeants de société, ça se trouve, ils auront un risque qui sera plus important qu'une entreprise individuelle, même si on la pense moins protectrice. Le statut du conjoint, je viens de vous le dire juste avant. La question du siège social. Ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on va créer sa structure, il faut avoir l'autorisation du propriétaire pour domicilier l'entreprise. Et donc notamment, ce que je veux vous dire et vous mettre en alerte, c'est que même si potentiellement vous ne recevez pas du public, mais si vous êtes, j'en sais rien, en appartement dans une copro, il est tout à fait possible que vous n'ayez pas le droit de domicilier votre entreprise. Et donc, j'ai eu le cas plusieurs fois de personnes, typiquement par exemple, qui peuvent être en logements sociaux, à Nantes Habitat. C'est absolument, ils n'ont pas le droit. Donc, s'ils font ça, ça peut être très embêtant. Donc, où est-ce que vous allez domicilier votre entreprise? C'est un des sujets. La question des baux. Alors, peut-être que dans votre domaine d'activité, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas pour tous les artisans, les commerçants, le bail commercial, c'est un élément vraiment essentiel. Le bail classique, c'est un bail dit 3, 6, 9. On s'engage sur des années, sur 3 ans, sur une période triennale. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qui va faire quoi, qui va payer la taxe foncière, etc. Et puis, comme on s'engage sur des périodes de 3 ans, et si on n'a pas forcément une grande visibilité sur son activité, ce qui se développe de plus en plus, c'est des baux dérogatoires qui permettent, un peu comme un bail d'habitation, d'avoir un préavis de 2 mois, de 3 mois. Donc en tout cas, si vous êtes amené à prendre des locaux, c'est un vrai sujet, et donc bien regarder cette partie-là. Voilà, après, donc ce que je vous disais, c'est que si vous êtes en micro-entreprise, la constitution, elle se fait en ligne sur le site autoentrepreneur.fr. Pour toutes les autres formes, très régulièrement, c'est un tiers, un cabinet d'avocat, un cabinet d'expertise comptable qui va faire la démarche pour vous. Pour autant, attention, il existe multitude d'arnaques dès lors que vous allez avoir créé votre statut. On va vous proposer de vous enregistrer au greffe du Luxembourg. On va vous dire que vous n'avez pas payé vos cotisations URSSAF du mois dernier, etc. Donc attention, il y a des choses qui sont très bien faites. Et donc, faites-vous conseiller, montrez ces courriers-là pour savoir si réellement vous aurez à payer ou non ces factures. La dernière des choses que je veux vous dire, c'est le statut social. C'est l'activité que vous allez déclarer. Lorsque vous allez créer votre structure, vous allez dire quelle est l'activité que vous allez réaliser. Et c'est vraiment les premiers mots qui vont déterminer l'activité principale, le code NAF et le code APE. C'est l'INSEE qui va le déterminer. Il est important, si effectivement votre métier évolue, que vous puissiez également faire évoluer ce code d'activité. Je dis n'importe quoi, si effectivement au début vous êtes sur une activité que de prestations et puis que demain vous commencez à faire du négoce parce que vous avez une opportunité, etc., si vous ne rajoutez pas cette activité négoce, que vous ne prévenez pas votre assureur que vous avez aussi cette activité-là, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assuré, du coup pas indemnisé. Donc ça veut dire que ces éléments juridiques que là j'ai précisés à la création, il va falloir aussi également les faire vivre tout au long de la vie de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc il nous reste une petite dizaine de minutes, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on échange sur un certain nombre d'autres sujets. Ça veut dire que j'ai été clair, c'est gentil.
Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que j'ai aucun problème pour vous diffuser ce support. Donc Amandine, là, en sa possession, elle pourra vous l'envoyer. Et puis effectivement, ce que je vous ai décrit, c'est vraiment des informations générales pour vous donner un contexte. Maintenant, il sera intéressant de pouvoir se voir de manière individuelle. Et puis ça va être le cas avec Pierre Devorcine qui nous écrit. Et vraiment, n'ayez pas d'inquiétude au fait de rencontrer et d'aller solliciter des personnes pour échanger, parce que vous n'êtes que des cas particuliers. Et en fonction d'un ou deux éléments, ma réponse peut être différente. Et donc, à regarder. Alors, différence entre auto et micro-entreprise, c'est la même chose. C'est exactement la même chose depuis 2 ans ou 3 ans maintenant. Un freelance, ça ne veut rien dire en fait. C'est un terme qui est utilisé, moi je n'utilise pas. J'utilise pas beaucoup d'anglicisme, j'essaye de tout faire en français, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire une personne qui souhaite travailler seule. Pour autant, ce n'est pas une forme juridique en tant que telle. Un freelance, il peut être en SARL, il peut être en SAS, il peut être en micro-entreprise, il peut être dans une coopérative d'emploi. C'est vraiment tout à fait différent. Je pense que ça décrit plus le fait de travailler seul. Après, la différence entre profession libérale, ça va être vraiment en fonction de la caisse que vous allez cotiser. Mais là, on sera, si vous êtes en micro-entreprise, toujours sur des cotisations de 22%. Alors Aurélie qui nous dit « Bonjour, il y a une résidence principale, est-ce que je peux déduire mes frais, une partie de mon prêt bancaire pour la location d'un bureau, est-ce avantageux ?» Donc effectivement, ça c'est une question qu'on se pose très régulièrement avec nos clients. La question est de savoir si on dédie une partie de son logement personnel à son activité principale, c'est que ça va nécessiter de rédiger un bail entre soi et puis son entreprise, qui va décrire des montants. Et donc mon entreprise va me payer des loyers. Ça va être des revenus immobiliers que je vais venir rajouter sur mon impôt sur le revenu. Et est-ce que, en fonction de ma situation, est-ce que c'est embêtant ou non de revenir payer de l'impôt sur le revenu ou pas? Et donc ce qui arrive, il faut faire le calcul individuellement, mais c'est assez rare dans les faits qu'on passe par là. Pour autant, ce qu'on va pouvoir essayer de déduire, c'est potentiellement votre box internet, j'en sais rien, peut-être le téléphone, etc. Une partie en tout cas des charges de l'entreprise. Et ça, encore une fois, il faut regarder individuellement. Quand on est auto-entrepreneur, est-ce que l'on doit payer des frais pour les clients? Doit-on payer 22% de charges quand même? Par exemple, je facture 30 par mois et mes clients, j'ai 25 de dépenses par mois pour eux. Dois-je payer 22%? Oui, sur mon chiffre d'affaires. Et donc effectivement, tout à fait, cette question-là, c'est le premier élément de choix. Et donc là, vous l'avez très bien expliqué, c'est un très bon exemple. Surtout dans ce cas-là, il ne faut pas s'installer en micro-entreprise. Je réexplique. Moi, je me mets d'accord, si demain je suis plus salarié in extenso, que je suis micro-entrepreneur, si je me mets d'accord avec l'un de vous pour vous accompagner, que ça me coûte 1 000 €, enfin ça vous coûte 1 000 €, je vous facture 1 000 €. Si pour moi, c'est de faire cette prestation, j'ai des frais de déplacement, je dois aller à Paris, je sous-traite une partie, etc. Et qu'au total, j'en sais rien, ça me coûte 800 €. Et donc au final, j'ai que 200 € de marge. Il ne faut surtout pas que je me mette en micro-entreprise parce que comme je vais payer 220 €, je vais payer 22% de cotisation. Au final, à la fin de l'opération, j'aurais perdu de l'argent à travailler avec vous. Alors que si je m'étais installé au réel, dans ce cas-là, j'aurais fait mes 1000, j'aurais enlevé mes 800 de frais. Et ça veut dire que c'est seulement sur les 200 € de marge de ce que j'ai gagné qu'on va payer des cotisations sociales. Y a-t-il d'autres aides à débloquer en création d'entreprise? Oui, effectivement, il existe de multitudes d'aides. D'ailleurs, si vous le souhaitez, dans 15 jours, je fais un webinar sur ce thème-là. Si vous allez sur mon compte LinkedIn, vous aurez le lien. Il existe plusieurs aides. Après, les grandes catégories, ce sont des prêts d'honneur. Donc ça, c'est les réseaux initiatives, réseaux entreprendre qui le font. L'objectif des prêts d'honneur, c'est de venir augmenter votre apport pour obtenir plus facilement un emprunt bancaire. Donc ça, c'est un dispositif. Les autres dispositifs, c'est des dispositifs qui permettent de limiter votre risque si vous avez un emprunt et de limiter votre caution.
Et donc vous avez des organismes par exemple qui s'appellent France Active qui permettent de solliciter ce type Z. Et puis après, en fonction de l'activité que vous faites, si c'est un caractère innovant ou autre, il peut y avoir BPI qui puisse intervenir. BPI, c'est la Caisse des dépôts, c'est la banque d'État derrière qui peut intervenir. Et puis il y a la région parfois qui fait quelques aides. Et dans ce cas-là, il faut vraiment regarder individuellement s'il y a des choses à débloquer ou non. Auprès de qui peut-on se diriger pour tout ce qui est réglementation ERP, la CMA? Oui, tout à fait. Enfin, la CMA si vous relevez d'une activité artisanale, la CCI si c'est une activité de conseil ou autre. Après, ça va être plutôt la collectivité, le service de la collectivité dont vous allez dépendre. Donc si vous êtes sur Nantes, ça peut être Nantes Métropole, etc. Donc ça va être plutôt la collectivité dont vous allez dépendre. Quand vous dites il faut se mettre au réel, vous entendez une entreprise individuelle. Alors potentiellement, oui, une entreprise individuelle ou une société. Mais en tout cas, il faut que le calcul des cotisations sociales, il se fasse que sur ce que je gagne et pas sur mon chiffre d'affaires. Donc en tout cas, la micro, l'auto-entreprise, ce n'est pas la bonne solution. Ce que vous me décrivez, ça me fait penser à une autre solution, mais qui est en amont de ça, c'est potentiellement aussi, ça peut être le portage salarial. Il peut être pertinent, mais si vous rentrez dans les critères, de faire cette mission en portage. Et dans ce cas-là, ce n'est pas gênant si vous avez des frais qui sont importants. Je vois Amandine qui veut intervenir, non? Non, c'était pour conclure. Il va être l'heure. Merci beaucoup Silver pour la présentation. Merci à tous. J'espère que ça a été très enrichissant pour vous tous de découvrir tous ces éléments. J'en profite pour glisser au passage que si demain vous êtes à la recherche d'un espace pour vous domicilier, n'hésitez pas à nous contacter. Ça arrive progressivement à la cantine. Plus d'informations. Sinon, concernant le mois de l'entrepreneuriat, la cantine, c'est pas fini, ça continue. On se retrouve par exemple demain pour une conférence avec Laura Blanchard sur comment acquérir ses premiers clients avec sa landing page. Voilà, sur ce, je vais vous laisser partir déjeuner. Merci encore Silver. Avec plaisir, et vous avez toutes mes coordonnées si vous le souhaitez dans la présentation. Bon appétit!